Cette vidéo, c'était juste une entame de propos, un peu pour expliquer que c'est un sujet qui nous concerne tous, où on a voulu donner à la parole tant aux victimes qu'aux personnes qui ne sont pas victimes, pour voir à quel point dans notre société, cette notion des violences sexuelles, elle peut avoir un rôle sur chacun d'entre nous. Donc bonjour, moi je suis Claire Proto, je suis psychomotricienne. Je travaille au sein de la clinique du Haut-Cluseau à Étang et je travaille aussi en centre de rééducation. Aujourd'hui, je vais laisser Robin se présenter, peut-être pour commencer. Du coup, moi je suis Robin Nardo, je travaillais à la clinique du Haut-Cluseau, mais du coup je pars pour de nouveaux horizons, comme on dit dans le Loiret. Du coup, la raison pour laquelle on voulait parler des violences sexuelles cette année pendant la CISM, c'est que on travaille en psychiatrie. En psychiatrie, en fait, c'est un truc qu'on a découvert tous les deux. En gros, on a fait le constat qu'une proportion non négligeable des personnes qu'on accompagne, des patients qui sont hospitalisés en psychiatrie, ont subi des violences dans leur histoire de vie, dans leur enfance, et en particulier quand ça concerne les femmes, c'est surtout des violences sexuelles. Il y a très souvent, en tout cas, un passif avec des violences, d'une manière ou d'une autre. Et la proportion de personnes qui ont subi des violences a beau être important, la plupart, en fait, n'en ont parfois jamais parlé de toute leur vie, leurs proches sont pas au courant, et en fait, du coup, ils vivent avec ça, seuls, en fait, avec leurs émotions, etc. Et parce que ce déni, cette chape de plomb, en fait, elle n'est pas uniquement liée aux personnes qu'on accompagne, mais elle est liée à la société et en fait au fonctionnement du monde. On a pensé que c'était intéressant d'en parler pour essayer d'expliquer les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce point que c'est à ce point invisibilisé, et comment on peut justement contribuer à effriter un peu ce mur du silence, quoi. Ouais, on a tous les deux fait le constat d'une sorte de déni de parole autour de ces agressions sexuelles. Donc ce soir, on va mettre des mots dessus, des mots que tant nos patients ont du mal parfois à mettre ou qui sont difficiles à entendre. Donc pour ça, je vais vous demander à tous ceux qui sont ici de respecter aussi vos limites. C'est pas forcément facile comme sujet, donc respectez vos limites. Si vous avez besoin d'aller vous recoudre le nez, vous avez le droit. Moi, j'arrive avec une autre notion, qui est une notion un peu de légitimité. Déjà, je suis psychomotricienne, donc on ne sait pas trop ce que je fais. Et en plus, je suis psychomotricienne en psychiatrie. Donc on sait encore moins ce que je fais et c'est quoi mon rôle. Donc j'arrive aussi avec cette notion-là de tant donner de la parole à ce que je peux entendre, à mes patients, mais aussi donner de la parole à ma profession et un peu quel rôle on peut avoir nous en psychomote. Je ne vais pas tout vous expliquer le boulot, juste je vous fais un petit refresh de c'est quoi la psychomote. Donc il faut juste se souvenir que nous, notre métier de psychomotricien, il se base sur 3 piliers, le corps, l'esprit et les émotions. C'est le lien entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et le corps. On a un diplôme d'État, comme tous les autres paramédicaux. La base de notre travail, c'est le développement normal de l'enfant. Et en fait, il y a des fonctions qui soit ont du mal à s'altérer à cause de pathologies, soit s'effritent à cause d'événements de vie ou d'autres pathologies. Et en fait, on va repasser par ce développement normal pour permettre de réacquérir des fonctions. Tous les âges de la vie, donc que ce soit du bébé prématuré jusqu'à la personne âgée. Et l'objectif en séance et en suivi, c'est de travailler autour de la notion de plaisir, du plaisir à venir travailler ses difficultés, à venir rebouger son corps et ressentir de nouveau tant ses émotions et l'impact qu'elles ont sur l'esprit. Pour ça, on passe par des médiations, on peut faire de la danse, du théâtre. Moi, au travail, j'ai un petit sac avec plein de balles à picot. Voilà, je me promène avec ça. Donc, pour enlever un petit peu ce déni autour de la parole, on va commencer par un peu parler du sujet de ce soir. Donc, on va commencer par mettre des mots dessus. On va parler de non-consentement, on va parler d'agression sexuelle, on va parler de viol incestueux. On va parler de notions qui sont difficiles. Il faut savoir que juste dans toutes ces notions-là, on a une notion de non-consentement, d'un accord volontaire qui n'a pas été donné et qui a été pris sous 3 notions, qui a été pris soit sous la menace, soit par violence, soit par surprise, soit par contrainte physique ou psychique, et qui a emmené une atteinte et une violation du corps de l'autre. Toujours pour poser un peu le cadre de cette conférence, on vous a dit qu'on a été un peu effarés par le nombre de personnes, le nombre de patients qui avaient subi ce genre d'agression. Donc je vous ai remis juste quelques statistiques, je vous les dis pas tous. Juste une femme sur 6, un homme sur 14 ont subi des violences sexuelles. 80%
des violences sexuelles ont été vécues avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Donc ça touche aussi les enfants qui deviennent des adultes. Donc ça, c'était pour la France. Et dans le monde, environ un tiers des femmes sont susceptibles d'avoir des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Ça représente 5,4 millions de personnes dans le monde. Les chiffres sont effarants. Quand je les ai cherchés, je me suis dit, waouh, j'avais jamais entendu ça. J'avais pas mesure. Ça, c'est les prévalences autour des agresseurs. 12% des viols se suivent par une plainte. Sur ces 12%, seulement 10 vont être jugés comme viol. Et seulement 0,6% aboutiront à une condamnation. Tout à l'heure, on parlait du déni de la parole. C'est un déni social. Et c'est un problème de santé publique majeur. Je voulais juste reposer ce cadre-là. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de procès et de condamnations? En fait, la problématique des violences sexuelles, c'est que souvent, elles sont facilement invisibles. C'est facilement invisibilisé, on va dire. Et le problème, c'est que la justice française, enfin la justice, quand on est dans un état de droit, un état de droit, c'est un endroit où on vit, où il y a des règles qui font que quand ces règles sont transgressées, normalement, il y a une sanction pour justement permettre de se sentir en sécurité dans la société, que tout le monde puisse sortir de chez soi sans avoir peur, pour pas que ce soit la loi du plus fort, pour qu'il y ait justement des règles. Mais pour qu'un système comme ça fonctionne, on a besoin d'un principe de droit qui est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de ne pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuve, si c'est juste un discours. Il faut qu'il y ait un élément de preuve matériel. Et le problème des violences sexuelles, c'est que s'il n'y a pas de preuve matérielle, et ben du coup, c'est la parole de l'auteur contre la parole de la victime. Et du coup, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de preuve matérielle, en fait, la justice considère qu'on ne peut pas prendre le risque de condamner un innocent, et du coup, en général, bah, ça donne un non-lieu, en fait. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, dans une démarche de justice, d'aboutir à une condamnation. Mais la problématique du droit n'est pas la seule problématique, parce que il y a aussi une problématique de conception des relations humaines et justement de prise de conscience de l'ampleur du phénomène. Parce que, comme le disait Claire, quand on n'a pas les informations, quand on n'est pas formé, en fait, souvent on va sous-estimer l'ampleur parce que, en fait, c'est un phénomène invisible. Et ce phénomène invisible, en fait, on grandit tous avec des représentations qui sont biaisées de la réalité. Et c'est aussi le cas des chercheurs, des politiciens, qui en fait vont prendre des décisions sur la base de leur ignorance, en fait. Et là, du coup, je cite l'exemple d'un livre qui faisait vachement autorité il y a seulement 50 ans, donc c'était hier. Dans ce livre, qui était un livre de psychiatrie américain, c'était expliqué que la prévalence de l'inceste, c'était une femme sur 1 million. Et donc, comme on vient de le voir au niveau de la prévalence, on est très très loin de ça. Mais sauf qu'à l'époque, beaucoup de psychiatres étaient formés à la fac, on leur apprenait « Ah mais en fait l'inceste c'est extrêmement rare, c'est marginal, et en plus, de toute façon, ceux qui vivent l'inceste, c'est pas si grave, au final ça les protège de la psychose, c'est limite bon pour la santé en fait. » C'est-à-dire que il y avait des théories à l'époque, qui encore aujourd'hui sont parfois dans l'esprit de certains soignants, etc., potentiellement, qui justement contribuent à invisibiliser le phénomène et à donner la sensation qu'en fait, au fond, c'est assez rare, il y a pas vraiment de sujet, quoi. C'est tellement rare que c'est presque négligeable. Et donc, c'est une façon de concevoir les relations humaines, c'est une forme d'aveuglement et de déni qui est liée à le monde dans lequel on grandit, en fait. On grandit dans un monde où ce sujet-là n'existe pas, où il est banalisé, ce qui fait que, pendant longtemps, avant Internet, en gros, c'était les autorités, les chercheurs, etc., qui perpétuaient un peu une vision biaisée, théorique, qui reflétait pas la réalité du vécu des gens, en fait, et des victimes. Mais depuis Internet, avec les réseaux sociaux, où du coup n'importe qui peut prendre la parole et où des personnes peuvent se rassembler, se regrouper et avoir du pouvoir, avoir du poids et du coup impacter l'opinion publique et les représentations du monde, et ben c'est en train d'évoluer. Entre autres parce que justement, avec les hashtags MeToo, etc., il y a eu une prise de conscience mondiale de à quel point en fait le phénomène était beaucoup plus important que ce qu'on entendait jusque-là, quoi. Et surtout, ce qui a été réalisé de vachement intéressant et de vertigineux, c'est que c'est pas uniquement des minorités sociales, c'est pas uniquement des délinquants, c'est pas uniquement des criminels qui commettent des violences sexuelles. C'est en fait
présent dans toute la société, sur toute la planète, dans tous les milieux sociaux. C'est vraiment lié à la façon dont la société humaine s'organise, qui produit ce type de violence et qui les banalise en fait.